Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Fructus. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Emmanuelle, tu as une formation d'historienne de la photographie et en 2006, tu as créé la structure Un livre, une image, qui réunit des livres d'artistes et de la photographie vernaculaire. Et tu as voulu montrer ton travail en ouvrant un lieu à Paris, dans le 11e arrondissement, en 2010. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Pour me présenter, je dirais que je suis tout simplement une amoureuse de la photographie. Elle me constitue, elle est un peu toute ma vie. Effectivement, j'ai reçu une formation d'historienne de la photographie et parallèlement, j'ai fait une formation au Gobelin de tireur photographe. Et j'ai eu la chance pendant quelques années, puisque finalement je crée un livre, une image à l'âge de 34 ans. J'en ai bientôt 50, donc ça fait une quinzaine d'années que j'ai créé ma structure, petite quinzaine d'années. Et donc j'ai eu la chance auparavant de travailler et de naviguer dans le monde de la photographie, chose que j'ai adoré faire au sein de différentes galeries, dans le monde de l'édition et surtout dans le monde des agences photographiques. Et j'ai commencé par être salariée en tant qu'iconographe. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit pas de côté sur l'environnement social dans lequel tu as grandi ? Est-ce que tes parents étaient proches de la créativité ou Je suis issue d'une famille de la classe moyenne. Nous fréquentions parfois les musées. L'art n'était pas omniprésent, mais mes parents étaient des gens assez ouverts. Ils étaient assez exigeants et l'art avait autant d'importance finalement que le sport, la cuisine, les loisirs, etc. Donc il n'y avait pas vraiment on nous parlait pas franchement d'art, on parlait pas franchement d'art à la maison. Et pourquoi avoir fait cette formation en histoire de l'art ? Est-ce que tu étais plus littéraire ? Est-ce que tu souhaitais être historienne ? Voilà, quand tu as commencé ta formation, quelle était un peu l'idée que tu avais en tête ? Et en fait, c'est par accident finalement, je pense que j'ai atterri là, parce qu'il s'est produit quelque chose à l'âge de 18 ans. Je me destinais à une carrière plutôt dans l'économie, le droit, etc. Et puis à 18 ans, mon père meurt brutalement, ce qui fait que les cartes sont complètement brouillées et finalement ma vie change radicalement et je décide de quitter mon foyer, la maison, et de partir à Paris pour faire des études de photographie. Mais c'était absolument pas prémédité. Et pourquoi la photographie ? On t'en avait parlé Alors, je voulais insister sur le fait qu'un livre, une image et toute ma vie, pourquoi j'ai créé cette structure, d'où je viens, je crois qu'il n'y a qu'un seul mot qui compte, c'est le mot collection. Je suis une collectionneuse. Quand je suis petite, je collectionne différentes petites choses, mais surtout à l'adolescence, je collectionne des publicités de parfums. Là encore, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait aucune référence artistique à la maison. Donc c'est en feuilletant les magazines de mes tantes, quand j'allais chez mes grands-mères, je voyais des magazines et j'étais fascinée par la mise en scène de toutes ces images publicitaires et notamment celles de parfums. Et donc j'ai entamé une énorme collection, une énorme archive où je classais par ordre alphabétique de créateurs et à l'intérieur de chaque nom de parfum. Donc j'ai fait plusieurs classeurs énormes. Et puis un jour, je me suis dit mais comment je pourrais accéder à ce monde ? Et en fait, il y avait la solution numéro 1, c'était de créer du parfum, mais j'étais pas assez scientifique pour ça. Et la deuxième, j'ai pensé à la photographie. Je me suis dit mais en fait derrière ces images, il y a des gens qui fabriquent, et il y a des gens qui mettent en scène. Et il y a une image, et c'est comme ça que tout a commencé. J'avais un cousin éloigné qui était photographe de quartier, qui faisait de la photographie de mariage, de packshot, et j'ai eu la chance d'aller quelques fois chez lui en stage, et évidemment ça a été une vraie rencontre.
et la photographie a commencé à jouer un énorme rôle dans ma vie. À partir de là, j'atterris au club photo du lycée. Et c'était un refuge d'aller dans la chambre noire et ensuite à 18 ans finalement étant donné les événements je choisis de me diriger vers le monde de la photographie, alors que déjà à l'époque on nous disait non, il faut surtout pas aller par là parce que tout est bouché, il n'y a pas d'avenir. Eh bien quelques dizaines d'années plus tard, je suis là. J'ai inventé mon activité et je suis très heureuse de vivre avec la photographie chaque jour. Et donc du coup, tu as commencé en tant qu'iconographe, ce que tu nous disais, c'était le premier emploi salarié. Mais quels sont les... Tu as parlé d'agence, pour revenir un petit peu sur les différents univers, les différentes structures dans lesquelles tu as travaillé, que tu as rencontré, jusqu'à du coup la création de un livre, une image. Donc j'ai commencé quand j'étais à l'université, j'ai fait Paris 8, on avait des conventions de stage et je me suis vite aperçue qu'il fallait en profiter et qu'il fallait faire le maximum de stages. Donc j'ai fait mon premier stage a été à l'agence Vue et ensuite à l'agence Getty, et c'est là qu'ils m'ont embauchée assez rapidement. Finalement j'ai eu assez de chance, donc j'ai été iconographe. Et ensuite, je cherchais des images pour le monde de la publicité et finalement ça me plaisait pas tellement et je me disais que j'avais le sentiment que beaucoup de choses étaient gâchées et donc je me suis dit que c'était pas pour moi le monde de la publicité et du coup j'ai intégré l'agence Métis assez après. Et là, j'ai été très heureuse, mais malheureusement, c'était la fin de l'agence Métis, quelques années avant sa fermeture. En tant que iconographe aussi. Et après, Quelle était, la différence entre, qu'est-ce qui était différent chez Métis? Chez Métis, à l'époque, c'était donc la petite sœur de l'agence Vue, de l'agence Magnum. C'était des photographes auteurs qui avaient vraiment un travail personnel et qui adaptaient ce travail personnel au monde de la presse. Des gens comme... j'ai adoré travailler avec des gens comme Patrick Messina, Jérôme Brésillon, Marie-Paul Nègre, Thibaut Cuissé, Bernard Plossu, Max Pam. C'est tous ces gens qui ont été... évidemment, c'était une grande chance de pouvoir les côtoyer, de les voir évoluer dans leur travail. Donc ce qu'on appelle la photographie d'auteur, et donc je travaillais avec une autre personne, on s'occupait des archives, il fallait articuler ce fond, et donc on faisait des recherches iconographiques pour la presse et l'édition et un petit peu la publicité, et ensuite ils m'ont demandé de m'occuper de la partie exposition. Voilà, sur les derniers temps, je m'occupais des expositions. Et après, je suis devenue maman et ça a été un autre choc dans ma vie. Et donc après, j'ai fait une pause pendant un petit moment et ensuite j'ai intégré un antiquaire photo qui était Photo Verdo. Là aussi, j'ai travaillé pendant 2 ans. Ils m'ont permis d'ouvrir un rayon de livres photos et c'est là que tout a commencé. J'ai oublié de dire qu'aussi, pendant mes études, j'ai été assistante de photographe. Et j'ai toujours adoré travailler dans les archives depuis le départ. Et je faisais même des tirages de lecture. Et puis, je faisais beaucoup d'editing. Mon travail a toujours été sur le choix des images et le classement. Et l'antiquaire, qu'est-ce que tu faisais avec lui? C'était l'accompagner vraiment au quotidien ou c'était plutôt le côté des archives? Oui, c'était plutôt du côté des archives. Nous, on assistait finalement, on mettait en forme les images, on les mettait sur le site, on s'occupait moi, je m'occupais des clients, du rapport avec les collectionneurs. Enfin, c'était un travail de vendeuse, voilà. Voilà. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de créer un livre, une image ? Oui, finalement, j'ai toujours été collectionneuse de photographies, de petites images, de photographies de famille. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai voulu créer ma propre structure. Finalement, c'était avant tout l'envie d'être autonome, d'être libre. Et donc, pourquoi l'avoir créé? Donc je comprends que c'était l'idée d'être autonome, mais quelle était vraiment l'ambition au début? Pourquoi l'avoir créé, quoi?
dans quelle idée, qu'est-ce que tu avais en tête en termes d'enjeux, les modèles que tu pouvais avoir, voilà, au début? Alors, au début, il y a deux choses qui m'animent. C'est pour ça que je l'intitule Un livre, une image. Donc, il y avait l'envie de réunir à l'intérieur de coffrets. C'était vraiment mon idée première, des éditions originales. Je prends un exemple, Les Américains de Robert Frank. Mon envie, c'était de retrouver un tirage de presse qui aurait servi à l'édition de Les Américains et de les réunir, de les remettre ensemble, de les remettre là où ils devraient être, dans un coffret, et de réunir ces deux histoires. Donc en fait, j'ai jamais vraiment pu le faire, j'avais pas les moyens d'acquérir ce type d'image, et donc je me suis beaucoup intéressée aux livres d'artistes, à toute cette quand je crée un livre, une image, il y a tous ces débuts de associer les tirages de tête, un tirage original avec l'édition. Et ça m'a passionnée, j'ai adoré. En fait, tout simplement, un livre, une image, c'est aussi, c'était pour moi l'idée, c'est un prétexte pour manipuler des tirages originaux. Et donc là aussi, je ne viens pas d'un milieu aisé. J'ai petit à petit créé une énorme archive toute seule. D'ailleurs, quand vous m'aviez aussi contacté, vous me disiez quelles ont été vos difficultés. Moi, je pourrais dire que pendant des années, le comptable qui me suivait me disait mais il faut tout de suite arrêter, ça n'a aucun sens, tu travailles pour rien. Et j'ai toujours tenu tête, je me suis toujours accrochée, ça n'a jamais été très rentable, mais c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai toujours eu cette idée en tête. Et donc l'idée de pouvoir acquérir des petites images, ça a vraiment été un travail de fourmi, de très longues années de travail, et pour articuler le fond, pour lui donner du sens. Une chose importante aussi, je n'ai jamais forcément acquis des images très commerciales, mais la volonté d'un livre, une image, c'est vraiment d'essayer de refléter la production de la photographie de famille, la photographie amateur, sachant que à travers aussi toutes ces images et toutes les images que je peux trouver en brocante, il y a aussi des images de professionnels, des tirages de presse, donc il y a plusieurs types d'images qui se mélangent, mais en tout cas sur la photo de famille, il y a cette volonté d'essayer de dresser un inventaire des différentes pratiques de la photo de famille. Et donc cette idée-là, c'était de la communiquer aux autres, ou est-ce que c'était plutôt pour toi? Est-ce que tu souhaitais être galeriste? Enfin voilà, quel est... Alors avant de créer le lieu, ma petite galerie rue Alexandre Dumas, en fait pendant 4 ans je travaille dans la rue. Je fais des catalogues aussi sur des livres que je vends, des livres de photographie, des livres d'artistes, mais l'essentiel de mon activité c'est quand même la brocante et je vends dans la rue. Sauf que moi je suis hyper frileuse et que je supporte pas de rester longtemps dans le froid, c'est un vrai souci. Donc en fait, un livre, une image, c'était aussi me créer un cocon au chaud et surtout offrir à des gens comme moi la possibilité de venir consulter sur place sans contraintes diverses et variées météorologiques, de pouvoir consulter des images à petit prix, mais dans de bonnes conditions. Et combien ça coûte une image, pardon? Alors moi, aujourd'hui, dans ma petite boutique, on trouve des images qui vont de 1 euro jusqu'à une petite centaine d'euros à peu près. Mais j'ai toujours voulu que les images que je vends restent sur l'échelle le prix d'un livre. Je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images à 20, 30, à peu près 50 euros. Et selon toi, à quel moment naît le marché de la photographie anonyme en France, de ce que tu as vu, les évolutions Ce que j'aime beaucoup dans ce milieu, déjà, c'est que les marchands de photos anonymes, ce sont pas des gens qui veulent spéculer à tout prix. C'est vraiment l'amour de cette photographie qui les a amenés à défendre et à présenter ces images. Pour moi, l'un des grands monsieur de cet univers, c'est Olivier Antoine, un homme extrêmement discret qui a travaillé dans différents endroits, notamment les Puces de Clignancourt, où aujourd'hui il est sur les quais, et il s'installe en 1992. Donc ça remonte à un petit moment. Ensuite, on suivit plusieurs autres personnes, comme
de nombreuses personnes connaissent, comme Serge Plantureux, Philippe Roux aussi qui avait un stand au Puce de Clignancourt. Vous avez Fabien Brevard, à chacun son image, qui est dans le 3e arrondissement. En 2005, de Lumière des Roses. Ensuite, Un livre, une image. Il y a d'autres femmes qui ont suivi, comme Karine Grundisch ou Julie Barrault. Et donc, en France, en tout cas, c'est dans les années 90 vraiment que ça commence à s'articuler. Et surtout, on aura l'occasion sûrement d'en reparler, mais de l'importance de l'Internet, en tout cas de la diffusion numérique de ces images, et qui a permis aussi une forte explosion des ventes de ces images, et qui aujourd'hui constitue un réseau de diffusion qui est très très important, sachant que finalement, il y a très peu de lieux de petites galeries dédiées à la photographie anonyme. Si on regarde bien sur Paris, on n'est pas beaucoup. Alors vous avez des gens qui sont plus de Clignancourt. Vous avez eu l'occasion d'interviewer Jérôme Monnier, qui a une très belle petite galerie aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont sur les quais, comme Claire Leriche, qui sont en permanence, qui sont là tous les jours. Vous avez Fabien Brevard, vous avez des gens comme Jean-Baptiste Lalo qui officie de manière itinérante dans des brocantes. Vous avez Lumière des Roses évidemment, mais vous avez finalement pas tant de lieux physiques que ça par rapport au nombre d'images qui circulent sur le net. Vous avez des gens qui sont spécialistes de la carte postale, de l'antiquité, qui se mettent à vendre des photographies anonymes. Mais du coup, sur quelle plateforme ? C'est sur Alors, tout simplement sur des plateformes comme eBay, sur des sites aussi qui le développent de manière personnelle, voire même Instagram, voire même des groupes privés sur Facebook, voire même, ou une autre plateforme, Delcamp ou Katawiki, il y a plein finalement d'endroits. Il y a beaucoup de gens qui achètent aussi via Drouot des ensembles d'images. Donc voilà, les ventes aux enchères, voire même Le Bon Coin, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est tous ces réseaux-là permettent d'acquérir des images. Et toi, t'achètes aussi par ces mêmes biais, ou est-ce que t'as un... Alors, j'achète finalement, j'achète un petit peu. Ça dépend des périodes, en fonction de ce que je cherche, mais j'essaye de pas trop acheter sur le net. J'achète comme tout le monde évidemment, mais j'adore fréquenter les brocantes, parce que pour moi c'est un peu plus le reflet aussi de ce que l'on trouve à un moment T de l'histoire. Donc j'aime beaucoup ce rapport aux années, aux choses qui remontent, puisque finalement la photographie, comme toute antiquité, elle met du temps à arriver sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, on a encore du mal à trouver de la photographie couleur ou du Polaroid, alors que, par exemple, il y a quelques années, il y a des périodes où on trouve plus des années, du début du siècle. Après, on va plus trouver des années 30. Il y a des espèces de cycles comme ça, et c'est intéressant d'aller à la source et d'être le témoin aussi de ces évolutions des choses que l'on peut trouver. Et donc, comment est constitué ton quotidien entre le fait de se déplacer dans des brocantes, la galerie où il faut aussi être là physiquement pour recevoir, le travail, parce qu'on l'a pas dit, mais tu as aussi un travail autour de la photographie personnelle que tu mènes aussi de front. Comment tu articules du coup ton quotidien ? Alors, je crois que j'adore jongler. Déjà, ça m'amuse beaucoup. Autrement, je m'ennuie. Donc, il faut toujours que je change d'activité, de lieu. Donc, il est vrai que c'est très compliqué de venir, pas compliqué de venir chez moi, mais je n'ai absolument pas d'horaire et je fais complètement n'importe quoi avec ma petite boutique. Donc, il vaut mieux prendre rendez-vous, ça c'est une certitude. Autrement, je jongle. Disons que les semaines ne sont pas suffisantes, donc j'adore. De plus en plus, finalement au début, je n'aimais pas beaucoup chiner, parce que finalement c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est que je me retrouve devant une caisse d'images et que je puisse choisir. Voilà, ça c'est mon grand plaisir. Alors donc le fait de courir, je déteste aussi. Il y a une chose que je déteste, c'est les marchands, ils ont besoin de trouver de bonnes images, donc il y a un côté compétition où
c'est très masculin, c'est un peu violent parfois, et je déteste ça. Donc moi, je suis capable de passer après les autres, ou parfois un peu avant, mais voilà, ça m'arrive aussi. Mais je déteste, par exemple, très vite quand je vais à Drouot, que je commence à m'intéresser au monde des antiquités, en fait, je m'aperçois vite que c'est pas du tout mon monde, et que je supporte pas ce côté, il y a trop de violence dans l'acquisition des images. Pour moi, il faut que ça reste lié au plaisir et voilà. Et tu penses qu'il y a cette violence parce que c'est très compétitif et c'est très compliqué de trouver des images? Non, c'est pas très compliqué de trouver des images, mais c'est très masculin. Enfin, si vous regardez bien, il y a très peu de marchandes de photographie quand même, encore aujourd'hui, ou bien le travail en couple, quand même, c'est assez symptomatique. Les femmes sont cachées derrière leur mari. Parfois, en plus, ce sont les âmes pensantes. Enfin, en tout cas, elles jouent un rôle, elles sont pas juste femmes d'eux. Et donc, oui, moi, je trouve que c'est assez... il faut pousser du coude pour être le premier. Et moi, je dois avouer que c'est quelque chose que je déteste. Donc, mais ce qui m'amuse beaucoup avec la photographie amateur, c'est qu'on peut passer après et on trouve toujours des choses. Et puis en plus, moi, j'essaye d'avoir une approche un peu, pas toujours. Ce que j'ai pas dit, c'est que mon grand plaisir, c'est de travailler avec des artistes. J'ai tissé des liens très proches avec certains artistes, avec certains, j'allais dire, grands collectionneurs de photographie, et puis avec d'autres gens qui viennent se faire plaisir aussi venant acquérir une image. Et donc je cherche des choses qui sont pas forcément non plus évidentes. J'essaye toujours de naviguer sur des images un peu inattendues. Et je suis pas là. Mon activité ne consiste pas à cette course au chef-d'œuvre. Je dis toujours que forcément, quand j'en trouve un, je suis très heureuse et je vais évidemment le prendre. Je suis quand même pas complètement idiote. Mais ce qui m'intéresse, c'est essayer, encore une fois, de recenser, d'exercer une lecture précise de qu'est-ce que c'est que la photographie de famille, la photographie anonyme. Et ça me motive plus. Du coup, je la défends mieux quand je suis dans ce registre-là. Il y avait un point dont tu voulais qu'on parle, c'était l'importance des enjeux économiques à travailler avec ce type d'image. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu Alors vous allez vite comprendre. Je dis toujours que pour vendre, ça m'est arrivé par le passé par exemple en travaillant chez Photo Verdo, vous passez autant de temps à vendre une photo de Brassailles ou de Eugène Adjet ou je ne sais qui, vous passez autant de temps à vendre une image comme ça à plusieurs milliers d'euros qu'une image qui en vaut 5, 10, 15, 20, 30, voilà. Donc on n'est pas là, enfin évidemment qu'on est là pour vivre et pour pouvoir continuer finalement vendre des images, c'est juste pour moi l'idée de pouvoir continuer. Les gens qui manipulent ces images sont là pour d'autres raisons que l'idée de gagner beaucoup d'argent, autrement elle serait ailleurs. Donc du coup, ça libère de la place et ça réunit des gens qui sont vraiment, moi je dirais, j'oserais prononcer le mot amoureux de la photographie. Du coup, là, je vois que tu es vraiment entre, selon moi, deux mondes, le monde des galeries et le monde des antiquaires, qui sont pas vraiment des mondes qui toujours se connaissent bien. C'est vrai. Voilà, toi, comment tu te positionnes? Enfin, est-ce que du coup, tu as des liens encore maintenant avec les deux mondes? Est-ce que c'est compliqué aussi de... Moi, j'adore ça, en fait. J'adore aller dans une galerie d'art contemporain et le matin de me retrouver au Puce de Vanves ou d'être dans la rue et d'atterrir le soir à Paris Photo. Enfin, cet écart-là, c'est mon grand plaisir. Donc, effectivement, j'ai énormément de respect pour un certain nombre de marchands qui sont pour moi des gens un peu à part, qui sont des inadaptés, qui sont des gens qui peuvent pas vraiment toujours s'insérer dans une vie entre guillemets normale. Mais par ailleurs, ce sont de grands esthètes parfois, des gens qui ont une immense connaissance.
je les mettrais du même côté que les collectionneurs. Les collectionneurs, comme les artistes, sont des gens qui m'ont énormément appris, comme certains grands marchands. Et en fait, j'adore être avec ces gens qui ont une lecture pointue, parfois avant-gardiste aussi, et qui sont parfois aussi en avance par rapport aux historiens. Et ça, c'est mon grand plaisir, c'est d'arriver aussi à identifier des choses qui sont pas encore identifiées par des historiens. Donc moi j'ai la chance d'être aux premières loges de documents, de choses qui sortent, d'identifier des pratiques qui sont pas encore vraiment beaucoup identifiées. Donc voilà, moi j'adore je suis très heureuse avec un livre une image juste à cet endroit précis. Et est-ce que pour voir toutes ces images et pour voir si professionnel, est-ce que tu as besoin de voyager pour trouver ces images? Pas du tout. Je suis pas du tout une voyageuse. Et justement, c'est ce que je voulais spécifier par rapport à la chance d'être à Paris. Cette capitale de la photographie n'est pas nommée ainsi pour rien. Parce que en fait ici à Paris il y a beaucoup d'éditeurs, d'iconographes, de journalistes, d'historiens, de chercheurs, de réalisateurs, enfin j'en passe et des meilleurs. Et du coup tous ces gens avaient un attrait et souvent rassemblaient des corpus d'images qui ensuite sont éparpillés. Donc nous avons la chance à Paris d'avoir accès assez facilement à des images. Parfois, quand on va en province, évidemment que c'est possible. Il y a des marchands installés à Marseille, enfin dans toutes les grandes villes de France, Lyon, Bordeaux, enfin etc. Mais ici, je dois dire que moi, qui suis pas une voyageuse, on n'a pas besoin de faire de grands kilomètres. On a juste besoin de se lever très tôt pour trouver des images. Et par rapport à cette idée de voyage, je vais me permettre de faire une petite parenthèse aussi. Ce qui est étonnant, que ce soit dans mon travail personnel ou dans mon travail un livre une image, je crois que les gens qui aussi regardent beaucoup d'images, souvent les collectionneurs ne partent pas en vacances d'ailleurs. Ils restent toujours à Paris. En fait, c'est tout bête, mais nous on voyage en permanence dans les images, tout simplement. Selon toi, on en a un petit peu parlé avec les plateformes où on peut acheter des images, mais comment s'articule ce marché aujourd'hui, avec en particulier la place des plateformes de vente d'images? Disons qu'en plus avec le Covid, ça n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Moi je dirais que par rapport à cette période, je crois qu'on a eu très peur, qu'on s'est mis à surtravailler en règle générale. Donc du coup, on s'est tous postés devant nos ordinateurs et puis on a mis beaucoup d'images sur Internet. Enfin moi en tout cas, ça a été mon cas. Par peur aussi de pas pouvoir manger, tout simplement. Donc et du coup, c'est ce qui est fou, moi ce qui me fait très très bizarre, c'est qu'aujourd'hui que la place que prend Instagram ou d'autres réseaux, on vend comme ça, il y a énormément de brocanteurs si vous regardez bien qui vendent aussi des objets qui postent sur Instagram. C'est assez fou. Toi, tu vends sur Instagram? Non, pas du tout. Non. Mais par contre, je m'aperçois du rôle que ça joue. Il se trouve que dans mon travail personnel, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a contacté pour savoir si l'un des tableaux que j'avais postés était disponible. Donc ça, c'est à la fois incroyable, mais c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir aussi sur la façon dont on travaille. D'ailleurs, je voulais insister aussi sur un livre une image, le fait d'avoir un lieu physique. Aujourd'hui, c'est absolument pas rentable. C'est vraiment un très très mauvais calcul que je fais au niveau économique. Mais j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin qu'ils voient les images, et j'adore le contact physique avec les gens. Moi, je dois avouer que si je pouvais me passer de tous ces réseaux, je serais très heureuse. Mais en même temps, ça m'a enrichi aussi par ailleurs de le faire. Donc c'est pas que négatif. Mais en tout cas, c'est nécessaire aujourd'hui de passer par tous ces réseaux, sachant que du coup, ça vous imaginez que moi toute seule, je travaille toute seule, je n'ai pas d'assistant, etc. Je m'occupe de 4 sites internet aujourd'hui, en plus de ma petite boutique, voilà. Et
Quels sont ces sites? Alors, du coup, moi, j'ai un site personnel, j'ai un site sur eBay, j'ai un site sur Delcamp et j'ai un site Un livre, une image. Ça fait 4. Donc, ça fait un peu de travail. Est-ce qu'il y aurait des images qui t'ont particulièrement marquées, avec lesquelles tu vis Alors, ce qui est étonnant avec la photographie anonyme, c'est que comme elle est accessible financièrement, et c'est ce qui est très intéressant pour les collectionneurs et pour les marchands, c'est qu'on peut s'aventurer à créer des corpus assez facilement. Et qu'on regarde sur 15 ans de travail, il y a une période où on va chercher telle thématique plutôt qu'une autre. Je dis n'importe quoi, mais enfin un exemple. Pendant un temps, je cherchais les gens devant les télévisions. Après, ça va être devant tel endroit, les images floues. Enfin, voilà, on a des fixations, on fait des fixettes. Et du coup, grâce à l'accessibilité de ces images, pour moi, la photographie de famille, c'est une variation. Et en fait, acquérir une image, c'est très bien, mais en fait, le plus grand plaisir, je crois, c'est la consultation. On voyage avec la consultation, et ça, c'est vraiment très, très important, et je crois que les collectionneurs fonctionnent aussi comme ça. C'est le passage de toutes ces écritures photographiques, de toutes ces images qui datent de différentes époques, parce qu'on acquiert des images de 1860, grosso modo, jusqu'à 1970, maintenant 80. Donc c'est ce voyage dans le temps, dans les écritures photographiques, dans des choses plus ou moins maîtrisées. Et donc on a une entière liberté. En fait, je crois que ce qui nous réunit, les amoureux de la photographie, qu'on appelle aussi le snapshot, c'est cette immense liberté que nous avons d'acquisition et de jeu. Voilà, on prend pas grand risque quand on acquiert une image, si finalement on se trompe, ce qui arrive. Et ce qui est assez drôle aussi, ce que j'aime beaucoup dans l'acquisition de ces images, c'est que vous faites une caisse un jour, vous allez retenir 10 photos, vous pouvez la faire le lendemain, vous auriez retenu peut-être 10 autres photos. C'est que il y a une forme d'autoportrait, il y a une forme de variation, de sensibilité. Là encore, on est évidemment d'accord sur les chefs-d'œuvre, on les prend tous, mais il y a aussi, il y a des choses qu'on voyait avant, qu'on ne voit plus, et que maintenant on voit, et que, voilà, c'est ce jeu sans cesse d'apprentissage, et de lecture de ces images. Et quels sont les projets que tu mènes en ce moment? Il y a quelques temps, j'ai été contactée par Aurélia Marcadier qui m'a demandé si j'acceptais d'être commissaire d'une exposition. J'ai accepté. Une liste de thématiques m'a été suggérée. J'ai choisi Je précise juste Aurélia Marcadier qui organise Photo Saint-Germain. Voilà, oui, voilà, dans le cadre de Photo Saint-Germain, qui donc me contacte et qui, David Labreur, le directeur de la maison Auguste Comte, me suggère une liste de thématiques. Je choisis Photo Spirit, parce que j'ai toujours aussi besoin de lier à des choses un peu personnelles. Quelques semaines auparavant, mon grand garçon s'était déguisé en fantôme. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, pourquoi encore aujourd'hui, un jeune adulte a besoin de se mettre un drap dessus pour signifier l'absence. Et donc, ça a démarré cette belle aventure pour Photo Saint-Germain. Et j'ai eu énormément de plaisir donc à faire cette exposition aux côtés de Philippe Baudouin, que j'ai choisi de m'accompagner. Il m'a accompagné en tant qu'historien, et lui-même avait beaucoup de contacts aussi avec avec des collectionneurs, des fonds magnifiques. Et donc mon grand plaisir à travers cette exposition, c'était tout simplement de travailler avec les collectionneurs et de ces gens que j'aime énormément. Et c'était une autre manière d'aller les voir. Cette fois-ci, c'est moi qui allais chez eux, qui allais voir et consulter leurs images. Et tout ça a été fait avec une immense générosité et de simplicité. Et j'ai eu énormément de plaisir à faire cette exposition. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Je m'étais jamais autorisée finalement à revenir à mes premiers amours, l'histoire de la photographie. Et donc, ça a été une magnifique expérience. Et dans les prochains mois, en fait, je travaille sur un énorme projet que j'ai déjà montré il y a très longtemps via Valérie Fougérolles au mois de la photo, qui s'appelait Shooting Point. Et donc, je constitue une énorme archive, c'est 15 ans de travail sur la photographie ambulante, sur des photographes qui étaient postés au même endroit sur plusieurs années. Et donc là, je vais tenter
de mettre en forme 15 ans de récolte. Ça va représenter entre 1000 et 1500 photographies que je vais mettre en forme accompagnée de normalement Nathalie Amaé et une autre personne normalement. Et nous allons travailler sur la mise en forme et l'articulation de cette collection. Voilà. Donc un livre. Non, parce que j'ai beaucoup de mal à faire des livres, bizarrement, même avec mon travail personnel. Non, en fait, moi, je suis une fanatique absolue de l'original. Donc, c'est vraiment des albums uniques sur des collections, sur cette collection. Voilà. Moi, j'ai besoin tout le temps d'être en contact avec le tirage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... chaque jour, j'ai besoin de manipuler la photographie. Chaque jour, j'ai besoin de la regarder. Et voilà. Donc, je suis très attachée à tout ça. Alors, finalement, bizarrement, j'y pense même pas à faire un livre. Mais il faudrait, hein. Mais c'est pas ma priorité. Et d'un point de vue économique, du coup, tu nous as dit que la galerie n'était pas... ne rapportait pas d'argent. Du coup, comment s'articule un peu est-ce que c'est via du coup ton travail personnel? Non, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être soutenue par tout simplement mon mari. Enfin, nous ne sommes pas des gens fortunés, hein, pas du tout. Mais il a toujours supporté mon activité, il m'a toujours encouragée. Enfin, en fait, ça, c'est un mot que je n'ai pas dit, mais je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Donc, je n'arrivais pas à faire autre chose non plus. J'ai toujours eu mon idée en tête. Et donc, c'est vrai que j'ai eu ça a mis beaucoup de temps, mais aujourd'hui, enfin, ça commence à s'articuler un petit peu mieux. Voilà, mais c'est grâce à lui, en fait, que je suis là. Hein. Voilà, je lui dois beaucoup. Est-ce qu'il y a des évolutions que tu as vues ces dernières années et des choses que tu vois dans les prochaines? Donc là, c'est une question qui est vraiment assez personnelle. Enfin, l'idée, c'est toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues dans le milieu de la photographie, des tendances que tu aurais pu voir ces dernières années et d'autres qui s'accentuent dans les prochaines? Par rapport à la photographie contemporaine ? Oui, ou photographie vernaculaire aussi. Est-ce que tu vois qu'il y a un intérêt? Est-ce que les collectionneurs évoluent entre guillemets? Est-ce qu'on achète et on vend à des endroits différents? Voilà. Oui, c'est assez passionnant toutes ces questions et toutes ces évolutions. Ce que j'ai pas dit, c'est quand je crée un livre une image en 2006, sincèrement, il y a des galeristes qui me regardent de très haut et qui nous voient un peu comme j'allais dire d'autres et moi-même comme des pouilleux, comme enfin voilà, on est dans la rue, on ramasse des images dans les poubelles, donc on n'est pas très respecté, on nous voilà. Je vois très bien. Et donc aujourd'hui on nous regarde un peu différemment, mais quand je commence, c'est quand même une grande galeriste parisienne qui dit que j'ai encore beaucoup à apprendre et que voilà, vraiment je suis pas du tout sur la bonne piste. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait Paris Photo. Et donc aujourd'hui, les choses ont énormément évolué, les historiens ont été formés, les grands musées regardent ces images différemment, acquièrent ces images anonymes, ou en tout cas même les photos de famille de grands photographes comme Man Ray et beaucoup d'autres sont intégrés dans les expositions. Donc il y a vraiment eu beaucoup, il y a eu une énorme évolution par rapport à toutes ces images, à la considération de toutes ces images, qu'elles soient anonymes ou de gens connus. Et t'as des pistes de pourquoi il y a parce qu'effectivement maintenant dans les expos, il y a vraiment maintenant des expos de photographie vernaculaire. Est-ce qu'il y a des... Alors moi, je l'associerais à un double mouvement aussi, cet intérêt grandissant vers l'art brut, tout simplement, envers toutes ces pratiques parallèles qui est venu pour moi régénérer pour certains le monde de l'art contemporain. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que des artistes aussi l'intègrent beaucoup dans leur travail. Donc il y a eu une lecture de ces images qui est venue enrichir, renouveler, voire secouer le monde de l'art contemporain. Donc ça, elle est venue servir finalement ce monde-là. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir le vivre.
Et puis donc ce qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement les usages de ces images sont multiples. Il y a des gens qui créent des collections, comme Jean-Marie Donat, Sébastien Lipchitz, Christophe Guéry et beaucoup d'autres, qui ont un nom, qui valorisent leur collection. Ensuite, il y a d'autres types de collectionneurs, j'allais dire plus discrets, qui font ça de manière obsessionnelle et qui savent même pas quoi faire de leur collection finalement, qui savent pas très bien l'articuler, mais qui sont de grands collectionneurs aussi. Vous avez les artistes et tout ce monde-là aussi vient finalement faire parler de lui aussi et se manifeste dans le milieu de l'art de manière plus ou moins épisodique. Voilà. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais insister aussi, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui s'amusent avec cette photographie, ce qu'on a appelé la fun photography. Alors il y a des gens comme Thomas Melander qui le font brillamment, Eric Kessels, voilà. Donc c'est un parti pris fort et je le respecte énormément. Par contre, il y a des gens vraiment qui s'amusent. Là, j'ai beaucoup de mal avec cette lecture-là. Pour moi, la photographie de famille, alors soit effectivement, on en fait quelque chose d'assez grotesque et du coup, c'est un parti pris fort, mais autrement, c'est pas du tout un amusement pour moi. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Voilà. Que je respecte infiniment. Et est-ce que toi, tu fais aussi des photos de ta famille, voilà, comment est-ce que tu vis le fait d'être plongée dans les photographies de famille des autres et toi tes propres photos de famille Alors effectivement, je remonterai du coup à ma famille, ma propre famille, on faisait aucune image, très peu, j'ai très peu d'images quand j'étais petite et du coup, je sais pas pourquoi, quand mes enfants étaient petits, j'ai fait un peu d'images et je n'en fais absolument plus. Je ne produis aucune image de famille ou très peu. Alors le téléphone, ou quand quelqu'un me demande, dis donc, tu pourrais pas me donner une photo de tes garçons, ils ont dû grandir, j'en ai même pas disponible dans mon téléphone. Alors donc je produis une image. Non, je fais absolument pas d'image, je suis une catastrophe. Et d'ailleurs, je ne fais que des photos floues qui ressemblent pas à grand chose. Mais c'est pas dit qu'un jour j'ai quand même reçu une formation de technique. Je sais pas si un jour je me mettrai à faire de la photographie, mais pour l'instant, j'ai tellement à faire avec la photo des autres que je n'arrive pas à en sortir. C'est beau comme phrase. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets liés à ton activité ? J'ai une dernière question sur si tu as des conseils, mais avant qu'on aborde les conseils, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais qu'on aborde ? Oui, je voulais juste revenir préciser sur la photo de famille. C'est une image qui est extrêmement stéréotypée. C'est toujours la même image. Et finalement, je m'amuse, ce qui m'a permis de constituer un fonds aujourd'hui entre 30 et je dirais 50 000 photographies. Et moi, je suis une toute petite marchande parce que j'ai des confrères qui ont aujourd'hui plus de 400 000 photographies, qui gèrent des collections gigantesques. Moi, je suis pas du tout je suis pas boulémique non plus. Moi, j'ai juste envie d'essayer de trouver des exemples, de créer encore une fois un inventaire des différentes pratiques photographiques. Et donc, comme je le disais, ces images extrêmement banales, stéréotypées, les marchands, évidemment, ils ont envie de trouver des choses qui sortent, des exceptions, ce qu'on appelle du coup des chefs-d'œuvre, des curiosités. Et donc, moi, plus j'avance, plus la banalité m'intéresse, plus les images pauvres m'intéressent. Et d'ailleurs, dans mon travail personnel, je ne parle que de ces images-là, celles qui intéressent personne et celles qui restent au fond des caisses. Parce qu'il faut que chacun s'occupe de ces images. Et autre petite précision, ce qui est très très intéressant avec les différents marchands, c'est qu'on a tous une lecture très différente de ces images. Évidemment, encore une fois, sur les chefs-d'œuvre, on va se retrouver, mais on va tous défendre des images différentes, à savoir que entre nous, on s'achète beaucoup et que une image que quelqu'un défend à tel prix, nous on se sent de l'acheter à ce prix-là parce qu'on sait qu'on va la défendre autrement. Et donc du coup, chacun amène une lecture différente de cette histoire gigantesque qui est la photographie de famille et l'évolution de ces formes photographiques qui est aussi assez ingérable, enfin qui est quand même un énorme morceau de l'histoire de la photographie. Non,
C'est passionnant et je trouve que la photographie de famille ou la photographie vernaculaire dans son ensemble dit beaucoup de choses sur une société, et effectivement c'est peut-être avec les photos de banalité les plus communes en fait qu'on peut vraiment voir des époques. Enfin en tout cas. Moi mon rêve ce serait d'avoir plein de vies différentes, d'avoir une formation d'historienne, de sociologue, d'historienne du costume pour pouvoir identifier précisément chaque époque, chaque micro-évolution. Ce qui est passionnant, moi, c'est d'identifier là aussi les sujets qui étaient produits à certaines périodes, parfois ça se joue à quelques années près, qui disparaissent, voire qui reviennent. Ce jeu des pratiques qui évolue aussi, par exemple avec la création de l'anniversaire, des fêtes de Noël, qui crée des corpus d'images différents. La question de l'intime, qui est une immense question dans la photo de famille, avec les limites du photographique. Aujourd'hui, nos adolescents, les jeunes personnes font des choses qui n'existaient absolument pas en 1960-70, qui était déjà une période un peu qui commençait à être trash. Donc toutes ces subtilités de pratique sont captivantes, enfin sont incroyables et les historiens ont beaucoup de travail. Les artistes aussi, je pense que c'est aussi intéressant d'échanger avec des artistes. Oui. Ce qui doit aussi beaucoup s'interroger sur quand on crée une image, dans quel aussi contexte on se positionne. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit un énorme mouvement s'inscrire aujourd'hui. Je vois des gens comme Agnès Geoffrey aujourd'hui qu'on convoque dans certaines archives pour finalement proposer une lecture aussi de ces fonds. Et donc les artistes sont des magnifiques relais dans la lecture aujourd'hui de ces fonds anciens. Donc chacun peut jouer un rôle important dans le fait tout simplement ce que de plus en plus de personnes appellent tout simplement de réactiver l'archive. On réactive l'archive, on la respecte et finalement on en fait aussi sa promotion, sa diffusion, chacun à son niveau. Et du coup, la dernière question que j'ai, c'est est-ce que tu aurais des conseils, donc c'est une question assez générale, hein, mais pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le milieu de la photographie de famille? Oui, il faut voir énormément d'images, il faut former son œil beaucoup. Moi, j'ai vu aussi beaucoup d'expositions d'art contemporain, de photographie plus classique, reportages, documentaires, etc. Donc déjà, voir énormément d'images, tout le temps, pour former son œil, savoir, il faut acheter. Moi, j'ai travaillé avec toute une bande qui s'appelle les Snapshotters de Vanves, de la compagnie des Snapshotters, pardon. Et donc, j'ai travaillé avec un marchand qui m'a appris une chose, c'est en achetant qu'on apprend. Et pendant longtemps, je n'ai pas bien compris, mais en fait... effectivement, moi j'ai choisi, j'aurais aimé travailler dans une institution, j'aurais aimé travailler à la Bibliothèque nationale pour pas la citer, ou aux Archives nationales, c'était mon rêve, mais j'aurais été trop malheureuse. Par contre, le fait d'avoir constitué une archive avec une immense liberté m'a permis d'apprendre tout simplement, parce que je suis là que pour apprendre, que pour comprendre cette photographie. Et donc, il faut passer du temps à acheter, à revendre, à comprendre pour aiguiser son œil. Voilà. Et le plus important, je dirais que c'est le plaisir. Il faut jamais gâcher cet amour qu'on a de la photographie. Voilà, moi c'est mon seul conseil, c'est faites tout pour ne pas gâcher votre enthousiasme envers la photographie. Merci beaucoup Emmanuelle, merci pour ce moment. Merci Marine, je suis très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!